Donc, bienvenue dans le Café littéraire entre bachelières. C'est un podcast qui est créé par 6 futures bachelières en éducation passionnées par la littérature jeunesse et son potentiel en éducation. À travers notre parcours universitaire, nous avons fait un mémoire de recherche en lien avec la littérature jeunesse. C'est un projet sur lequel on travaille depuis déjà plus d'1 an et demi. On a sondé plus de 30 personnes enseignantes et interrogé plusieurs experts qui utilisent la littérature jeunesse pour en apprendre davantage sur le sujet. Oui, donc le but de notre podcast, c'est vraiment d'explorer les multiples facettes de la littérature jeunesse et de comprendre comment elle peut être intégrée de façon innovante dans une planification. On tient à rappeler qu'on n'est pas des expertes, mais ce qu'on vous partage dans le podcast, c'est des choses qu'on a apprises puis qu'on trouve vraiment intéressantes pour débuter avec la littérature jeunesse, étant nous-mêmes des futures enseignantes. On vous invite donc à nous rejoindre dans cette expérience où on va partager des recommandations de livres, des analyses plus approfondies, des trucs pour bien utiliser la littérature jeunesse, des idées créatives pour inspirer la prochaine génération de lecteurs. Donc, bonne écoute! Juste avant qu'on commence, moi et Audrey-Anne, on va être les présentatrices durant les 4 épisodes qu'on va filmer en lien avec ce podcast-là. Aujourd'hui, notre invitée, c'est Mégane. Donc, bonjour. Bonjour, je m'appelle Mégane. Hey, mais juste avant, Jo, présente-toi. Bonjour, je m'appelle Joëlle. Je suis étudiante au baccalauréat en enseignement avec les filles depuis le début du bac. Donc, voilà. Oui, puis moi, c'est Audrey-Anne. Je suis aussi enseignante. Pas enseignante encore, mais bientôt. On finit notre bac dans comme 3 semaines. Puis comme on a dit, c'est notre projet de mémoire. Fait que moi puis Jo, on va être les animatrices. Puis à chaque épisode, on va recevoir comme une fille qui travaille avec nous sur le mémoire qui va nous parler des sujets plus approfondis. Donc aujourd'hui, comme on a dit, on reçoit Mégane. Salut! Bonjour, je m'appelle Mégane. J'étudie avec vous là, dans le même bac en enseignement. Puis on a hâte de finir. Puis oui? C'est la dernière ligne droite. Justement, comment tu te sens face à la fin du parcours universitaire? La fin du parcours universitaire, c'est un gros morceau. Hein? On dirait qu'on pensait jamais y arriver, je pense. Je sais pas comment vous vous sentez là-dedans. Mais personnellement, on dirait que quand on a commencé, je pensais que c'était comme une ligne droite pour les 30 prochaines années. C'est pas tout à fait ça. Hein? On n'y croit pas. On n'est pas des adultes. Non. J'ai besoin d'un adulte plus adulte que moi. Fait que c'est ça, je me sens vraiment dans le néant, là, j'avoue. Mais est-ce que tu es contente de finir? Je pense que je suis contente de finir parce que c'est le vrai monde qui commence. Là. On va être dans le concret, là. On s'entend pour dire que les cours, même si c'est plaisant et qu'on a du plaisir entre nous, je suis pas sûre que ça soit ça le plus concret, là, quand on est dans une classe. Ça a pas mal plus de sens. Fait que je suis contente de finir, mais en même temps, c'est effrayant, là. Je pense non, c'est sûr. Vous partagez mon Surtout que tu retournes dans ta ville. Tu viens pas de Sherbrooke. Non, je viens pas de Sherbrooke. Vous non plus? Non. On retourne toutes dans nos villes faire notre vie d'adulte. Ouais, on recommence à zéro, on dirait. C'est vraiment un nouveau chapitre, hein? Exactement. Je pense que je suis dans le déni. Ouais, on va vivre le déni. Est-ce que tu peux nous faire un petit débrief là, de tes expériences en stage, puis qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que tu as aimé? Oui, je peux te parler de mes expériences de stage. En fait, là, j'avoue que j'ai eu des vraiment beaux moments en stage. Je pense qu'on en a tous eu aussi des moins beaux, là, des moments plus difficiles à traverser. J'ai adoré, par contre, tous mes stages, là, individuellement. Je pense qu'en plus, à chaque fois, on se découvre en tant qu'enseignant. On devient... Oui, définitivement. Oui, on devient... Je pense que de fil en aiguille, là, on devient plus sûr de nous. Puis en tout cas, c'est de plus en plus formateur quand on est plus sûr de nous, je pense. Le syndrome de l'imposteur s'en va graduellement. Je pense que, vous allez peut-être être d'accord avec moi, là, mais au dernier stage, à la fin, je me sentais comme une vraie enseignante. Je me promenais dans les corridors, puis j'étais comme, ouh, je suis une vraie enseignante. Mais oui, c'est ça. Fait que je dirais que j'ai bien aimé mes stages. Oh, super. Est-ce que dans tes stages, tu as eu l'occasion d'intégrer la littérature jeunesse ou pas nécessairement? Je dirais que oui, mais plus en surface. Okay. Souvent comme une amorce. J'ai utilisé des albums pour créer des projets, mais jamais comme pour enseigner avec l'album. Fait que je pense que notre projet de mémoire, ça m'a vraiment ouvert les yeux là, sur toutes les possibilités qu'on pouvait avoir avec la littérature jeunesse. Fait que... Puis justement, là, avec le projet de mémoire, comment tu vois ça, l'intégration de la littérature jeunesse en classe? D'une façon assez positive. Je pense que c'est quelque chose qui est autant versatile que concret. Pour les élèves, ça donne énormément de sens. Je pense que c'est ça qui est
le plus important pour moi. Puis je pense que pour les élèves aussi, quand on utilise la littérature jeunesse, ben souvent, on va choisir des albums qui leur plaisent. Eux, ils ont leur mot à dire aussi, puis ils sont tellement intéressés, là. Ils ont tellement envie qu'on en lise des albums. Fait que je pense que d'intégrer la littérature jeunesse en classe, c'est un atout pour un enseignant. Je pense que c'est une belle avenue innovante. Fait que toi, tu y crois à l'enseignement avec la littérature jeunesse? Absolument, j'y crois. Mais, puis je pense qu'on en a souvent parlé là aussi, mais je pense que ça peut pas... On peut pas enseigner juste avec la littérature jeunesse, comme on peut pas enseigner juste avec des manuels, comme on peut pas enseigner juste avec du matériel. Je pense que l'enseignement, c'est plein de petites facettes là, qui se complètent. D'arriver à trouver un équilibre entre toutes les avenues pédagogiques différentes. Là. Exactement, puis il y en a ça. Tellement. Là. Il n'y a rien de mauvais ou rien de super qui va révélateur. C'est juste de trouver une façon de s'adapter, de répondre aux besoins de tes élèves, dans le fond. Puis à chaque année, ça va être différent. Oui, c'est ça. C'est un nouveau défi à chaque année. C'est jamais la même classe. C'est jamais... Non, c'est de se remettre en question tout le temps, tous les jours, toutes les années. C'est un travail sur nous-mêmes, puis c'est un travail sur notre pratique tout le temps aussi. Là. Fait que, oui, la littérature jeunesse, j'y crois absolument, mais je pense qu'il faut aller plus loin que ça. Parce que ça se pourrait que nos élèves n'aiment pas ça, la lecture. Notre objectif, c'est qu'ils aiment ça. Exactement. Donc, on va travailler pour, mais reste qu'ils partent avec un bagage. Là, donc, initialement, il faut quand même travailler pour les amener à quelque part là, avec ça. Non, tout à fait. Mais là, en même temps, tu parlais qu'il y avait comme deux façons un peu d'enseigner. Tu parlais de la littérature jeunesse, tu parlais des manuels. Là, puis je sais qu'avec le mémoire, on a fait des recherches là-dessus. On s'est intéressé beaucoup à ça pour en parler puis le comprendre, nous aussi. Mais comment t'expliquerais le dit conflit entre les manuels didactiques et la littérature jeunesse là, dans les écoles, dans les classes? On critique beaucoup les manuels didactiques depuis le début du bac. Là. Je sais, tu sais, on a analysé des situations, on en a vu, on les a critiquées, on les a analysées, on les a remis en question parce que c'est ce qu'on fait tous les jours. Puis ce qui est ressorti tout le temps dans le bac, je pense, c'est que les manuels sont souvent pas assez riches pour couvrir tout ce qu'on veut qu'ils couvrent. Dans notre recherche aussi, là, ce qui ressortait, c'était que les manuels didactiques, oui, ça offre un certain fil conducteur, ça se veut parler du programme en entièreté, mais la réalité, c'est pas vraiment ça. Là. C'est ça, parce que souvent, ils viennent avec... Tu sais, exemple, je prends le tam-tam là, en mathématiques, ça vient avec une planification complète, fait que t'as l'impression de tout toucher les notions, de suivre comme toute la PDA qui est prescrite, mais en réalité... C'est-tu vraiment ça qui se passe? Oui. C'est un peu difficile, tu sais, c'est difficile de le voir vraiment. Puis c'est que souvent, il y a des trucs qui sont effleurés plus en surface ou il y a des thématiques que les élèves, ils comprennent comme ça, puis tu vas passer un chapitre au complet avec 12 pages. C'est ça. Puis ça peut aussi être l'inverse. Nos élèves, nos cocos qui ont plus de difficultés de faire juste les exercices qui sont prescrits dans les manuels. On s'entend que s'il n'y avait pas de soutien, premièrement, ils n'arriveraient pas à comprendre. Puis ça devient redondant aussi, même pour les élèves qui n'ont pas de difficultés nécessairement de toujours faire du manuel ou des cahiers, etc. Je pense que on peut facilement tomber dans l'ennui à cause de ça, puis on l'a expérimenté en stage. Moi, personnellement, les périodes de cahiers, les élèves, ils sautaient jamais de joie. Là. C'était toujours un peu une corvée. Là. Bien, rappelez-vous de vous au primaire. Là, mettons, moi, personnellement, on utilisait les cahiers tous les jours, là, les manuels aussi, tu sais, des manuels durs, puis on avait un cahier à côté pour retranscrire les problèmes. Heureusement, ça a changé. Heureusement, ça a changé, mais je me dis... Jamais, tu sais, quel élève est vraiment motivé par ça? Il y en a. Non, c'est ça. Personnellement, l'été, je refaisais mes cahiers didactiques, là, puis je refaisais les problèmes dedans, mais reste que combien d'enfants disent dans leur vie, j'aime pas l'école, je veux pas y aller, c'est tellement plate. Mais si tu es motivé, tu utilises des trucs qui sont le fun. C'est ça, les cahiers, les manuels didactiques, il manque le côté... Le ludique. Oui, c'est ça, le côté qui va motiver les élèves, c'est que t'emmènes jamais d'ateliers, de manipulation, de jeux. Puis ça enlève tout le sens aussi, là. À mon avis, les manuels didactiques, c'est... OK, sur papier, bon, il y a 3 pommes, il y a 4 poches de lait, combien, tu sais, l'acheter d'articles d'épicerie en tout. On s'entend-tu pour dire que l'élève, c'est pas une vraie épicerie, amène-y des vraies pommes, puis amène-y des vraies poches de lait. Tu sais, il va mieux comprendre, ça va avoir beaucoup plus de sens pour lui, puis... Ou surtout, justement, je sais que, tu sais, comparé aux livres, comme tu vas peut-être en parler tantôt, mais tu sais, c'est pas relié à la réalité de l'élève non plus. Les manuels, c'est des problèmes en mathématiques, vraiment, c'est des problèmes qui se peuvent pas, qu'ils sont vides de sens.
Bien, vraiment. Puis la littérature jeunesse, les albums, souvent, c'est que ça touche des thématiques sans vraiment avoir l'air de toucher une thématique. Ouais. Là. On en connaît là, des albums là, qui sont vraiment... ils vont aborder des thématiques en éthique, par exemple. Bien, les élèves n'ont pas vraiment l'impression, mais en même temps, ils réfléchissent, ils se posent des questions. Fait que je pense que la littérature jeunesse, ça amène ce côté-là aussi. Puis ça amène les élèves à réfléchir par eux-mêmes. Puis ils en font des liens. Là. On pense toujours qu'il faut penser à leur place, mais est-ce qu'il faut vraiment penser à... Pas vraiment. Au contraire, c'est ça. Dans le fond, c'est de les rendre autonomes dans leur questionnement puis dans leur apprentissage parce que, veux pas, c'est comme ça qu'ils vont finir par être capables de penser par eux-mêmes sans qu'on ait besoin de leur tenir la main. Là. Puis, tu sais, les manuels didactiques font ça aussi un peu, là. Dans le sens que on est en train de parler des fractions. Bien, évidemment que je sais que ce que j'ai à faire, c'est une fraction, je vais l'appliquer tout le temps, mais dans un autre contexte, est-ce que je suis capable d'appliquer la fraction ou c'est juste là, maintenant, dans mon exercice, que je suis capable de l'appliquer? Oui, à la page 22. Exactement. Tu sais, la consigne est tellement claire, je sais Mais ce que j'ai à rendu dans faire. l'examen, ça va être un autre contexte, fait qu'il sera pas capable de l'appliquer. Exactement. Tu sais, c'est pour ça que les résolutions de problèmes, c'est souvent plus difficile, par exemple. Ouais. Ouais. Je pense que ça fait pas mal le tour pour le conflit. Là. C'est sûr que la littérature jeunesse, par contre, je pense que ça amène certains points plus négatifs, peut-être. Pas qu'on pense pas, mais qui sont souvent qui sont mis de l'avant par les enseignants du pourquoi ils l'utilisent pas concrètement tous les jours. Fait que je pense que c'est pour ça aussi que ça fait une dualité là, entre les manuels et la littérature. T'sais. Entre autres, les enseignants, là, on a tellement une tâche qui est lourde, qui demande beaucoup de temps, qui demande... C'est un engagement financier. Là, oui, c'est ça. Fait que, tu sais, la littérature jeunesse, au premier abord, ça fait peur, là. Puis, si on n'avait pas fait le mémoire puis qu'on n'avait pas trouvé des petites solutions ici et là pour diminuer les coûts, puis si on n'avait pas parlé avec les experts, je pense que je serais encore au même point de ça coûte cher, va falloir que je paye de ma poche, puis il va falloir que je monte des planifications à pu finir. Alors que, puis c'est du temps, là. Alors que les manuels t'offrent toutes clés en main. Exactement. Fait que, c'est ça. Fait que, tu sais, je pense que c'est de voir les beaux côtés, les moins bons côtés, puis de prendre une décision en fonction de ça, mais c'est de pas se fermer au fait que ça coûte cher parce qu'on en a trouvé, tu sais, on en parlera plus tard, mais il y en a des solutions, là, pour pas que ça te coûte un bras puis une jambe en début de carrière alors que t'es pas payé de bras puis de jambes du tout, là. Fait que... Non, c'est ça. Autant on doit pas avoir peur de la littérature jeunesse que je pense que dans le bac, justement, tantôt on le disait, on a beaucoup tapé sur la tête des manuels didactiques, mais en même temps, il faut arrêter de les diaboliser puis de voir que pour une enseignante qui sort de l'université, on n'a pas nécessairement beaucoup d'expérience, on connaît pas encore nécessairement non plus la PDA sur le bout de nos doigts. Ça peut quand même nous donner une base sécurisante sur laquelle on peut se fier là, en cas de doute ou en cas de manque de temps ou etc. aussi, là. Puis vraiment, puis t'amènes un bon point aussi, là, tu sais, l'univers social, là. Moi, personnellement, c'est pas une matière que j'affectionne particulièrement. En fait, je connais pas ça. Je connais pas bien l'histoire. C'est quelque chose, il faut que je m'informe. Je vais chercher avant d'enseigner ces notions-là. Mais le manuel didactique, là, en univers social, on s'entend-tu pour dire qu'il me l'apprend, la matière, là? C'est dans le sens qu'il me donne un fil conducteur, il me dit ce que j'ai à dire, ce que j'ai à faire. Ça m'aide à acquérir des connaissances sur le sujet. Ça m'aide à voir, OK, mais dans tel ordre, ça a du sens que ce soit enseigné. Fait que je pense que ça a aussi ça, là. Ça amène un certain côté, c'est facilitant. Oui, puis c'est sécurisant aussi en début. Ça peut être sécurisant en début de carrière. Oui. C'est pas de se pencher, c'est pas deux écoles de pensée. C'est pas si je suis pour les manuels, je suis contre la littérature, ou si je suis pour la littérature, je suis contre les manuels. Mais c'est comme tu as dit tantôt, de trouver un équilibre. Ton équilibre, ce qui va vraiment amener le plaisir d'apprendre à tes élèves, dans le fond. Exactement. Puis ça se pourrait là, que tu aies une classe d'élèves qui aiment vraiment beaucoup ça, les manuels. Ils adorent ça. Ils ont full de plaisir. Mais s'ils sont motivés, tant mieux. C'est ça notre objectif, là, c'est d'écouter les besoins de nos élèves au final. Ouais. Je pense que cette passée-là de justement, quand on a commencé le mémoire, je trouve qu'on était beaucoup, OK, on n'aime pas les manuels, nous, on veut enseigner avec la littérature jeunesse. Je trouve que notre opinion était vraiment plus, c'était en parallèle. Mais là, finalement, on se rend compte que de justement faire un peu de zigzag puis d'aller à droite, à gauche, je pense que finalement, c'est ça que le mémoire nous a appris, là, que c'est pas tout noir ou tout blanc toujours. Là. Il y a une zone grise. Une zone grise, exactement. Une quand même large zone grise, en plus. Ça, on a énormément de possibilités. Puis là, dans le podcast aujourd'hui, on parle beaucoup de littérature jeunesse, de manuels didactiques, mais en même temps, il y en a d'autres, des avenues innovantes. Oui, il y a plein de pédagogies qui touchent à aucun des deux aspects qu'on touche nous. Là. Exactement. Fait que c'est tellement large l'enseignement. Là. C'est ça qui fait que c'est beau. Tu sais, comment que les manuels... Tu sais, t'en as parlé là, des attentes des personnes enseignantes avec les programmes, mais comment que les manuels, comme tu disais, là, que ça répond pas nécessairement à tous les éléments de la PDA ou ce qui doit être vu, mais ça peut différer des attentes d'une personne enseignante?
Oui, absolument. Mais je pense que, tu sais, les manuels servent surtout comme un support pédagogique, premièrement, là, comme on le mentionnait tantôt. Ils sont conçus pour couvrir tous les contenus. Puis, ils offrent une structure puis un cadre pour les enseignants. Fait que, nécessairement, si l'enseignant, ses attentes, c'est de couvrir les contenus puis d'avoir une structure dans sa classe, jusque-là, tout va bien. Ouais. C'est une référence aussi, là, dans le sens où ça fournit des ressources supplémentaires. Là. On n'y pense pas, mais oui, il y a le manuel, mais il y a tout ce qui vient en ligne. Tu as les évaluations, tu as de la consolidation, tu as des activités. Il y a certains manuels didactiques qui offrent même des jeux interactifs. Oui, exactement. Les élèves adorent. Là. Non, définitivement. Ouais, donc, c'est le moment clé. Là. Exactement. Puis même pour les élèves, il y a aussi d'autres manuels didactiques qui, en ligne, offrent la ressource pour l'élève qui peut amener chez lui, faire ses devoirs en ligne, aller chercher des vidéos de plus. Fait que c'est quand même, souvent, c'est complet, même si, complet, on s'entend, là. Il y a des limites tout de même, mais reste que, je pense que pour les enseignants, s'ils veulent s'arrêter à ça puis qu'ils n'ont pas besoin d'aller chercher autre chose, je pense que ce serait comme les deux arguments pour répondre aux attentes ministérielles puis aux attentes des enseignants. Mais en même temps, tu sais, est-ce que, puis on en a souvent parlé, là, mais est-ce que les manuels proposent exactement tout ce qui est prescrit par le ministère? Non, puis on a vu que même des fois, il y a des contenus qui sont vus dans les manuels qui sont même pas à voir dans la PDA. Oui. Puis ou qui sont à voir au cycle suivant. Oui, c'est ça. Ça suit pas nécessairement le niveau. Puis les évaluations aussi, là. Tu sais, souvent dans les évaluations, là, tu évalues telle notion qui est juste à être acquise rendue à la fin du dernier Non, cycle. exactement. Fait que je sais pas vous, mais moi, dans mes milieux de stage, je me souviens, avec mon enseignante, le cahier, on suivait pas du début jusqu'à la fin en ligne droite. Au contraire, justement, comme je le disais un peu tantôt, OK, on faisait quelques pages parce que cette notion-là, nous, on trouvait que c'était plus logique de l'avoir, mais si on s'était pas questionné par rapport à ça, puis qu'on avait tout simplement suivi le cahier, ben tu sais, il y a peut-être des notions que les élèves auraient pas nécessairement été prêts à voir. Fait que je pense que, justement, c'est important de rester critique par rapport à ça pour, comme on le disait tantôt, c'est nous les experts de notre classe, on sait nos élèves où est-ce qu'ils sont rendus. Donc, faut pas nécessairement juste suivre le cahier puis suivre la ligne que ça nous donne parce que on pourrait avoir du manquement par rapport à ça aussi, là. Oui, vraiment. Bien, personnellement, dans mon dernier stage, c'est ça qu'on faisait. On suivait le cahier, tu sais, chapitre après chapitre. Puis, à un certain moment, on était comme, mais là, les élèves ont besoin de plus de temps. On peut pas passer nécessairement juste une semaine là-dessus. Il va falloir passer 2 semaines. Il faut se réajuster, mais en même temps... C'est ça, faut aller des fois en stage, il faut aller un peu à l'encontre de ce que l'enseignante associée pense. Oui, c'est ça. Je pense aussi que les manuels didactiques, ça permet pas nécessairement, comme tu dis, là, de s'adapter à tout ce qui se passe. Comme là, cette année, on a eu la grève. Ça se pourrait. Ça change une planif. Ça change une planif. Ça se pourrait que tu aies eu besoin de skipper des bouts, d'enlever des chapitres au complet, ou pas de les enlever, mais de les revoir différemment, plus rapidement, parce que la notion va être acquise plus rapidement, là. Il y a aussi, je m'étais noté, là, la pertinence culturelle. Les liens culturels sont plutôt rares dans le manuel didactique. Là. Dans mon dernier stage, on avait en français un manuel qui proposait quand même des auteurs québécois. Donc, c'était des sections là, sur un auteur québécois à chaque fois, à chaque mois. Okay. Chaque thématique, c'était un auteur québécois. Je trouvais ça intéressant, mais en même temps, les auteurs québécois, c'est une chose, mais il y a tellement d'autres référents culturels, puis on s'entend pour dire que dans le référentiel de compétences des enseignants, ben, on doit être des éléments, pas des éléments, les référents, des médiateurs d'éléments de culture, pardon. Fait que c'est sûr que si on utilise juste les manuels didactiques puis qu'on fait rien autour, mais là, on l'a dit, là, on ferait pas rien autour, mais reste que on passe à côté de beaucoup de choses, je pense. Non, puis tu sais, un autre exemple, moi, dans un de mes stages, on avait un cahier en français, puis il y a un cahier complet que le thème, c'était les animaux. C'est beau d'en apprendre plus sur les animaux, mais comme les élèves, à la fin, les animaux, ils étaient même plus intéressés à lire les textes parce qu'ils savaient qu'on allait encore parler du panda, du koala, puis etc. Fait que je pense que, justement, aussi, ça peut apporter cette redondance-là un petit peu, là. Puis aussi, tu sais, tout le côté, tu sais, ça ne sont pas vraiment mis à jour souvent non plus, là, les manuels didactiques. Non, ouais. Surtout en univers social, là. Tu sais, des fois, on ouvre les manuels en univers social puis on trouve des beaux mots. Des beaux mots qu'aujourd'hui, ben, en tout cas, on veut pas que nos élèves les utilisent, on veut envoyer les élèves vers un autre vocabulaire, là. Fait que je pense que c'est ça, c'est... 2 poids, 2 mesures, hein? Des critiques. Non, exactement. Ouais. Puis tu sais, on parlait, tantôt tu mentionnais dans mon milieu de stage, là, avec mon enseignante associée, des fois, il faut un peu écouter ce qu'on se faisait dire en stage. Mais pour
justement aussi avec les équipes cycles, les équipes de niveau, des fois, on n'a pas toujours le dernier mot sur OK, est-ce qu'on va prendre ce manuel-ci, ce manuel-là, est-ce qu'on enseigne avec ou sans manuel? Toi, est-ce que tu penses, en fond, c'est quoi le rôle que tu vois dans la collaboration pour justement le choix entre l'utilisation des manuels puis l'utilisation de la littérature jeunesse au contraire? Oui, c'est quoi qu'est-ce qui prime sur quoi? C'est possible de comme faire un choix individuel ou... Bien, un choix individuel, j'imagine que oui, mais c'est plus difficile. Là. Si tu te lances, imagine, là, on sort du bac là, on a un contrat demain matin, puis on se décide, nous, on se lance cette année là, en littérature jeunesse, puis on change tout. Puis là, on n'a plus personne avec qui se référer parce qu'on ne peut pas collaborer avec les autres membres du cycle ou du niveau parce qu'ils font pas ça. Ils ont décidé d'utiliser le manuel. Fait que c'est un peu, je trouve, une idéologie là, parfaite puis idéale de se dire, je peux me lancer toute seule là-dedans. C'est faisable. J'imagine qu'il y en a là, qui ont du temps puis qui veulent mettre ce temps-là pour, justement, créer des planifications, acheter des albums, tout partir de zéro pour amener les élèves à avoir cette richesse-là, parce que c'est une belle richesse, là, la littérature jeunesse. Mais en même temps, je pense qu'en début de carrière, en tout cas personnellement, je me vois pas venir remettre en question absolument tout ce que les enseignantes d'expérience de l'école où je vais me retrouver. Non, c'est ça, pas ton premier jour de ton contrat. Exactement. Puis je pense que la collaboration, c'est tellement important que je pense que c'est de discuter, de venir amener des points. Hey, oui, bon, écoute, on utilise les manuels didactiques encore cette année, mais j'aimerais ça vous amener l'idée que on pourrait intégrer la littérature jeunesse dans telle matière pour commencer. Puis vous verrez si vous aimez ça. Mais de le travailler, tu sais, c'est nos experts qui disaient ça aussi. Là. Eux, ils ont commencé, je pense, d'emblée là, avec ça. Oui, il y en a certains que oui, d'autres que non. Ouais, il y en a qui étaient plus motivés que d'autres. Mais reste que l'idée qu'ils nous ont tous pas mal mentionné, c'est si on y va graduellement, une matière à la fois, ça sera pas un gros morceau, puis ça sera pas aussi effrayant que ce l'est. Puis les enseignantes avec qui on va collaborer éventuellement, ou les enseignants, ben ils seraient probablement plus ouverts si on amenait ça petite bouchée par petite bouchée que si on amenait ça comme une grande montagne là, qu'on veut tout de suite escalader là, en 2 heures, puis c'est terminé. Là. Non, c'est ça. Puis je trouve qu'on aurait l'air un peu ingrate là, en sortant de notre bac, d'arriver dans une école puis de dire bon, ben on fait ça comme ça, sinon ça fonctionne pas. Puis l'expérience, c'est peut-être qu'on va arriver avec des enseignantes qui vont dire hey, moi, je l'ai essayé la littérature jeunesse dans tel cycle, puis pour telle raison, finalement, ben je me rends compte que ça fonctionne pas. Puis nous, de notre côté, tu sais, dans notre classe, veut pas, on a une certaine autonomie professionnelle qui nous permet de l'exploiter d'une façon. Puis peut-être que finalement, on va se rendre compte pour X raisons que, OK, ben pour ça, même si sur papier, dans le mémoire, etc., c'est tout beau, tout rose, ben peut-être que dans le contexte de classe, encore une fois, c'est différent. Dans le contexte de classe, puis dans nos propres valeurs puis nos propres envies, là, ça se peut que, hey, je me rends compte que finalement, je suis pas si bonne que ça pour enseigner la littérature jeunesse. Je vais non, c'est ça. Là, c'est comme tout beau, tout rose. On veut faire ça, c'est nouveau, c'est attrayant, mais comme... Est-ce que c'est vraiment ça dans la réalité? Faut être capable, là. C'est pas quelque chose qui... Non, c'est ça. Faut être capable, puis faut être motivé aussi, là. Ça demande, même si on décide d'y aller graduellement, ça demande un engagement, je pense, là. Oui. Faut faire des recherches, faut se questionner, faut lire des albums, là. Faut en voir, faut en trouver. Mais c'est ça, c'est pas juste de prendre le premier album que tu fais à la bibliothèque. Exactement. Tu dis, l'image est belle, je vais le lire à mes élèves, puis je vais essayer de faire quelque chose avec ça. Je vais essayer de faire quelque chose avec ça, c'est pas ben, c'est ça. C'est ça. Non, c'est de s'ajuster, de trouver des bons médiums, puis on finit par réussir à avoir quelque chose qui va nous ressembler. Là. C'est déjà, dans nos stages, on s'est découvert une petite personnalité d'enseignante, mais avec l'expérience, ça va venir aussi, puis on va voir si on aime vraiment ça. En même temps, de vouloir faire changer tout ce que les autres personnes avec qui on collabore. Non, c'est ça. C'est peut-être que eux, leur idéologie, peut-être que ça fait juste pas avec leur personnalité aussi. Là. Fait que je pense pas en tout cas, je pense pas que c'est notre rôle là, d'arriver de vouloir tout changer. Non, surtout pas au jour 1, mais tu sais, demain, tu as un contrat, rien t'empêche de comme garder les manuels, puis de venir compléter de temps en temps avec la littérature jeunesse pour justement... Oui. Parce qu'il y a quand même des obligations, là, tu sais, quand les parents paient pour un... Tu sais, c'est ça, la limite aussi, des fois, tu sais, on court un peu après notre temps, des fois, dans la classe, puis on sait que, justement, quand on a un manuel, ben je pense que c'est 80% du cahier qui doit avoir été complété. Donc, c'est sûr que, veux pas, ces obligations-là, ben ça peut un petit peu venir brimer, là, l'intégration de la littérature jeunesse, vraiment comme outil d'enseignement quotidien, là, donc... C'est certain, là. Puis je pense aussi, tu
sais, des fois, là, dans la cour d'école, les élèves, ils parlent beaucoup entre eux. Fait que là, imaginez, on a 3 classes de 4e année qui travaillent toutes avec les manuels didactiques. Puis là, la 4e, elle, c'est la nouvelle prof. Elle est toute jeune, elle a décidé d'utiliser juste la littérature jeunesse. Puis là, les élèves sont comme, ah, moi, ma prof est pas cool, elle utilise pas la littérature jeunesse. Mais en même temps, je pense que on aurait l'air de quoi aux yeux de nos collègues, mettons, là? Non, exactement. C'est important de prendre sa place aussi dans l'équipe école puis de suivre un peu le mouvement sans perdre notre personnalité puis qui on est à travers tout ça. Là. Puis on peut amener des idées quand même tout le temps. Oui, c'est ça, rien n'empêche. Exactement. Là, tu de venir collaborer avec eux, tu sais, des périodes où est-ce qu'on discute tout le monde ensemble, où est-ce qu'on planifie. Bien, notre rôle, c'est aussi de planifier avec eux puis d'amener nos idées puis notre regard à nous. Là. Un regard neuf, des fois, ça fait du bien. Oui. Mais justement, en parlant, mettons, d'avoir un contrat de main puis d'intégrer la littérature jeunesse, là, est-ce que tu penses que quelqu'un d'expérience, mettons, je dis 20 ans et plus d'enseignement, demain, là, se lève puis décide, l'année prochaine, elle n'utilise plus aucun manuel puis elle veut juste intégrer la littérature jeunesse, elle est vraiment motivée à se faire des planifs, un répertoire, tout ça. Y a-t-il des défis potentiels que c'est sûr qu'elle va rencontrer, mais... Je pense que ça a l'air effrayant comme ça. Là. Imaginez quelqu'un qui connaît vraiment pas du tout ça, là, mais qui lit notre mémoire. Là. Qui prend le temps de lire notre mémoire. Combien de pages déjà? 80? 98. 98, mon Dieu. C'est pire que je pensais. Oui. Mais ça a l'air effrayant pour quelqu'un qui connaît vraiment pas ça puis qui sait pas par où commencer aussi. Tu commences par où? C'est quoi la première étape? Là? Tu veux commencer à enseigner la littérature jeunesse demain matin. Ben, tu choisis un livre, tu décides ta thématique, qu'est-ce que tu choisis, qu'est-ce que tu fais. T'sais, j'imagine qu'il n'y a pas juste un angle à aborder, mais en même temps, si ça fait 30 ans que tu enseignes, mais 20 ans que tu enseignes, mettons. Mettons que ça fait 20 ans que tu enseignes, puis que là, tout d'un coup, tu te dis, j'ai envie de vent de fraîcheur. Il faut vraiment que tu te questionnes, il faut que tu fasses des recherches. Je pense que tu peux pas commencer demain matin comme ça. Puis des fois aussi, pas le problème, là, mais un peu le côté, l'envers de la médaille, mettons, c'est que tu veux tellement intégrer la littérature jeunesse du jour au lendemain, tu veux tellement que ça soit présent dans ta classe, que là, tout d'un coup, tout devient littérature jeunesse. Là. Tu lis des histoires... en fait, tu lis même plus des histoires de tes élèves. C'est des amorces, tu travailles. Là, tu lis un livre, il y a automatiquement quelque chose à répondre après. Donc, tout devient une tâche, quelque chose à faire. Donc là, je pense que si on se rendait jusque-là, à vouloir rendre la lecture, la littérature jeunesse pratiquement omniprésente en classe, je pense qu'on perd un peu le momentum. Là, l'essence des livres. L'essence des livres. Tu sais... dans nos lectures, on l'avait souvent vu aussi, là, mais premièrement, l'enseignante va se sentir complètement dépassée, découragée par ça. Ça va avoir l'air encore plus d'une montagne. Puis en même temps, c'est pas nécessairement ça l'objectif. On veut, oui, que tu l'intègres dans ta pratique, mais à quel prix? Mm-hmm. Puis en plus, ben si les élèves sont plus motivés par la littérature jeunesse parce qu'elle est surutilisée, au final, t'es pas gagnant, là. Mm-hmm. Fait que je pense que ça fait partie des défis de se poser les questions de OK, par quoi je commence? Par quel morceau je prends ça? Puis, choisis-toi des livres que t'aimes. Commence par quelque chose, un livre que t'aimes vraiment, que tu sais comment tu vas l'aborder. Lis-le, pose-toi des questions, va voir tes collègues. La collaboration, on en a parlé, c'est tellement important. Mm-hmm. Tu sais, tes collègues vont être ouverts là, à discuter avec toi puis à trouver des idées. Fouille sur Internet, il y en a tellement. C'est ça, je pense que c'est ça le défi. C'est ça, c'est pas... La littérature jeunesse, c'est pas un clé en main comme les manuels, mais comme... Je sais qu'on en parle avec d'autres invités. Dans un prochain balado près de chez vous. Je sais, mais tu sais, c'est pas un clé en main, mais il y a quand même... Il y a du monde qui l'utilise, fait qu'il y a du monde qui ont créé des ressources pour ça, puis on a plusieurs choses à notre disposition, c'est pas... Mais c'est vraiment un gros défi. C'est pas de demain se lever puis dire « Hey, je jette tous mes manuels didactiques aux poubelles. » Je garnis ma bibliothèque, puis mes élèves vont apprendre avec ça. Il faut que tu aies une structure. Oui, puis... Il faut que tu fasses des recherches. C'est ça. Oui. Puis si tu te dis, j'ai 0 livre, là, j'ai jamais enseigné avec la littérature jeunesse. Si tu dis demain matin, excuse-moi, mais ça va te coûter la peau des foufous. On va pas avoir des bibliothèques scolaires, des fois, quand on a quelque chose de précis en tête. Oui. Puis des fois, quelque chose de précis. Puis des fois, tu sais, un livre qui n'existe plus. Là, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Là. Ouais. Tu cherches un livre, puis il n'existe plus, ou il n'a pas été réédité. Puis là, tu le trouves pas nulle part, il n'y a pas de bibliothèque. Puis, fait que c'est une petite frustration. Il faut pas se faire dessus. Tu sais, tantôt, tu disais justement qu'il y avait comme plein de moyens, etc. Est-ce que tu connais des outils ou des ressources qui pourraient justement être pertinents pour développer, dans le fond, là, l'intégration puis faciliter, justement, pour les enseignantes qui voudraient se lancer là-dedans? Bien,
j'ai envie de dire notre beau podcast. Non, mais je pense que notre podcast va être surtout à des fins là, de promouvoir, de déconstruire un peu toute la bébite que c'est, là, dans le sens qu'on veut venir amener le regard nouveau, puis on n'est pas contre les manuels, on n'est pas pour juste la littérature. Tu sais, si je me rappelle le jour 1, je pense que Jo, c'est la seule exception, mais je me rappelle le jour 1, on était comment? Nous, quand on va avoir notre contrat, on va enseigner par la littérature jeunesse. Je me rappelle. Finalement, après avoir fouillé là-dessus, c'est ça. Je vais prendre mon pot égal. C'est sûr qu'avec les 3 livres qui étaient sur mon étagère, je pensais pas me lancer dans grand-chose. Non, mais c'est ça. Ça a l'air d'un gros morceau. Mais bref, notre podcast, je pense que ça l'amène un petit regard nouveau. Mais il existe aussi, vous connaissez sûrement le blog J'enseigne avec la littérature jeunesse, qui offre des planifications. Grandement inspiré pour... des pionnières dans le monde de la littérature jeunesse. Mais vraiment, tu sais, les planifications sont complètes. Il y a souvent des articles aussi qui nous amènent à voir plus loin, à se poser des questions. Puis, j'ai découvert récemment les éditions Fonfon. Puis, les éditions Fonfon, là, je vais vous présenter un livre tantôt, mais ils proposent des planifications pour différents niveaux, différents cycles, avec des albums jeunesse. Puis, tu sais, souvent, ils disent, OK, bien ça, c'est un album pour rire. Fait que là, ils veulent... L'album est juste destiné à une lecture pour rire, sauf qu'il y a quand même des activités qui sont comme prévues en lien avec l'album pour venir soutenir un peu. Fait que je trouve ça vraiment bien. Puis tu sais, si on le sait pas, on cherche pas. Puis il y a Mieux enseigné aussi. Là. Mieux enseigné, c'est une pépite. Là. Je pense que c'est mon site préféré sur mon entier. Oui, il y a des enseignants qui partagent, dans le fond, des planifications là-dessus par rapport à... Ça peut être par rapport à tout, dans le fond. Oui, tu peux chercher par rapport à un livre. Tu vas avoir souvent, quand tu cherches par rapport à un livre, là, je l'ai expérimenté dans mes stages, là, exemple pour enseigner l'éthique, bien, souvent, tu vas avoir un questionnaire. Tu sais, c'est... le livre, le questionnaire. Mais parfois, tu vas avoir aussi des vidéos associées. Tu sais, souvent, ils proposent une planification qui est complète et détaillée. Puis souvent, ça t'évite une partie du travail de recherche, mais j'imagine que, je pense, comme n'importe quoi, là, quand tu choisis une planification sur Internet, il faut que tu l'adaptes à tes élèves puis à toi aussi en tant qu'enseignant. Mais je pense que c'est quand même des bons points de départ là, pour se lancer là-dedans. Vraiment. Puis, tu sais, parenthèse, mais justement, nous, quand on s'est questionné sur ça allait être quoi, finalement, notre outil final pour le mémoire, au début du mémoire, là, on pensait faire une planification globale pour intégrer la littérature jeunesse et tout. Puis finalement, on s'est plongé sur Internet. Avec les experts, on s'est tellement fait partager de ressources qu'on s'est rendu compte que finalement, les ressources étaient quand même déjà là. Donc, c'est plus l'implication là, de vraiment aller chercher, mais... Tu sais, c'est ça, c'est une des raisons pourquoi, finalement, on a décidé de vulgariser puis de faire un balado, parce que des ressources, honnêtement, sur Internet, on en a vu, il y en a vraiment beaucoup quand même, là. Fait que cette lourdeur-là, des fois, qu'on pense qu'il va être là, ben finalement, c'est peut-être moins pire qu'on pense, parce que, justement, faut juste connaître, c'est sûr, faut connaître les sites. On va en partager, là, quelques-uns, inquiétez-vous pas. On va en partager des sites qui sont accessibles vraiment facilement, puis sans nécessairement avoir besoin d'abonnement pour payer, etc. Non, parce c'est ça, c'est quelque chose... qui est accessible. Oui, exactement. Là. Donc, voilà. Tu pars pas les mains vides si tu veux te lancer dans le projet. Exactement. On a des ressources. Mais ils feront pas le travail pour toi. Exactement. Au complet. Non. Puis c'est comme n'importe quoi. On le disait tantôt, il faut être critique quand on parle des manuels didactiques. Bien, il faut aussi être critique quand on trouve du matériel sur Internet. Oui. Tu le disais un peu tantôt, là, toi, tu l'as expérimenté en stage, puis autant moi que sûrement toi, là, on utilise souvent le livre... je vais parler personnellement, là, j'utilise les livres souvent pour comme... il me reste 10 minutes à la fin d'une période, il faut que... il faut que je la comble, ou en amorce surtout, tu sais. Moi, j'ai surtout utilisé en ECR, comme tu avais dit, ou pour des projets d'art plastique, mais est-ce que tu penses que il peut... Ben, je sais que oui, vu qu'on a cherché là-dessus puis que tu l'as un peu dit, mais l'utilisation de la littérature jeunesse, ça peut vraiment contribuer plus aux connaissances qu'au divertissement. Là. Lire un livre pour lire un livre sans intention pédagogique. Là. Mais je pense que c'est très important de continuer à lire des livres pour le plaisir de lire des livres, parce qu'on veut former des enfants qui aiment lire, des bons lecteurs. On veut développer l'appétence à lire. Mais les enseignants peuvent aussi utiliser ces histoires-là pour introduire des nouveaux concepts. On peut amener les livres pour parler d'événements historiques, des questions sociales, scientifiques. Il y a d'autres albums qui seront présentés dans d'autres podcasts qui pourront traiter de ça. Mais moi, j'ai envie de vous parler, je sais pas si vous vous rappelez, là, c'était dans un cours de sciences, je pense, en 3e année, on a parlé de la malédiction des maths.
Ah oui, c'est un livre, hein? Oui, c'est un album, c'est un vieil album qui a été traduit, je pense, dans plusieurs langues. Là. Je l'ai pas sur moi, mais je me rappelle plus c'est qui a écrit ça. Mais tu sais, ça permet d'aborder la résolution de problèmes, de créer avec des élèves des énoncés mathématiques. Ça te permet d'aller vraiment plus loin de façon interdisciplinaire aussi, souvent, là, parce que c'est ça qui est vraiment le fun aussi avec la littérature jeunesse, c'est que tu peux aborder des concepts en maths puis quand même travailler un peu le français par le biais de tout ça. Oui, en plus, on a un balado exclusif sur l'interdisciplinarité. Un petit peu de placement de produit aujourd'hui tout de même. Mais je pense que c'est ça, c'est quelque chose qui est vraiment possible. Il suffit de chercher. On le répète depuis le début, j'ai l'impression, mais il suffit de chercher, de choisir, de lire les livres, de dire, hey, je pourrais travailler le dénombrement avec mes élèves de première année ou de maternelle avec cet album-là. Pourquoi pas? Oui, puis aussi, tu sais, il y a tous les dispositifs de lecture, tu sais, pas la littérature, la lecture interactive, la lecture 2x2, la lecture reliée à un jogging d'écriture. Ouais. Tu sais, il y a plein de façons de pas juste, hey, je lis un livre parce qu'il me reste 10 minutes, puis je l'ai trouvé beau à la bibliothèque, fait que je vais le montrer à mes élèves. Tu sais, il existe aussi des albums pour travailler des notions full spécifiques, comme je pense que c'est le livre Dangereux, là, tu travailles les adjectifs avec ça. Ouais. Tu sais, il y a plein de... Il y a tellement un large éventail. Là, on dirait que c'est la grotte d'Ali Baba. Là. Tu connais jamais tout, mais tu sais que tu vas trouver quelque chose qui peut... Ouais, puis il y a plein de façons de l'emmener aussi. Exactement. En classe. C'est ça. Suffit pour arriver à des fins pédagogiques. Exactement. Tu sais, comme on le disait tantôt, moi, je trouve que vraiment, qu'est-ce qui m'a accroché avec les livres, c'est que je trouve que ça donne pas tout de suite la réponse aux élèves. Tu sais, on dirait que maintenant, avec la technologie puis tout, on est tellement habitué d'avoir les réponses, tu sais, rapidement puis tout de suite. Tandis que là, quand on utilise la littérature jeunesse, je trouve que la réponse n'est pas nécessairement tout de suite donnée. Puis les élèves, il faut vraiment qu'ils se questionnent par eux-mêmes. Puis que, tu sais, on peut faire des hypothèses, on peut expérimenter. Finalement, tu sais, on peut tirer des conclusions de tout ça. Fait que je trouve que ça permet vraiment, justement, de rentrer dans la pédagogie. Puis pas juste que les élèves reçoivent, puis qui... Désolée l'expression, là, mais qui vomissent sur l'examen. Puis là, on recommence jusqu'à temps. Puis au contraire, là, on prend le temps. Puis justement, je trouve qu'on peut vraiment mieux asseoir les concepts. Puis que les élèves, ils découvrent justement, puis qu'ils apprennent un peu par eux-mêmes. Fait que ça les rend vraiment plus autonomes puis intéressés, je trouve, dans leur apprentissage. Puis l'apprentissage a beaucoup plus de chances de rester pour vrai. S'il a travaillé, s'il s'est posé des questions, il a fait des hypothèses, c'est sûr que ça va avoir vraiment plus de sens pour lui, puis ça risque de rester plus là, que je t'ai appris les fractions, là, tu sais comment l'appliquer. Maintenant, c'est fini, on n'en parle plus. Arrange-toi. Même nous, en contexte universitaire, il y a certains enseignants, il y a certains professeurs de l'université qui nous ont présenté des livres à la session 1, 2, 3, en tout cas, etc., durant le parcours. J'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, mais je me souviens pas nécessairement des notions de cours, mais de certains profs, mais je me souviens, ils m'avaient présenté ce livre-là. Fait que, tu sais, veux pas, les livres, je pense qu'on les retient plus aussi. Fait que pour les élèves, j'imagine que c'est un peu le même principe, là, on retient ce qui nous intéresse le plus. Fait que d'y aller vraiment de ce côté-là. Là. Mais oui, puis t'as raison. Imagine, tu lis un livre, là, l'élève, il se rappelle pas tellement, mais il se rappelle de qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a manipulé en lien avec ça, qu'est-ce qu'il s'est posé comme question avec les autres en équipe, qu'est-ce qu'il a réfléchi. Fait que c'est sûr que c'est plus concret, puis ça a plus de sens pour lui. Là, non, définitivement. Puis, justement, là, selon l'expérience, puis le mémoire, puis tes recherches personnelles, comment tu penses qu'on pourrait mieux intégrer justement l'enseignement par la littérature jeunesse dans nos programmes universitaires? Parce que moi, en fait, je sais que nous, on n'en a pas eu. C'était un cours optionnel, mais parmi les cours optionnels, il faut faire des choix. Fait que comment tu penses que ça pourrait être mieux intégré dans le parcours universitaire? Mais là, évidemment, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que ça prendrait un cours dédié à l'intégration de la littérature jeunesse. Obligatoire dans la formation, dans le cursus, dans le curriculum. Il faudrait qu'on puisse voir les stratégies d'enseignement, les modalités d'évaluation. Il faudrait qu'on puisse concrètement voir les notions qui sont rattachées à ça, comment on peut le faire, l'expérimenter en classe. Mais j'aimerais vous amener, vous rappelez-vous, en CCQ cette année, CCQ, c'est notre cours... d'éthique et culture religieuse. Dans le fond, culture religieuse au primaire, je pense. C'est le nom du cours, oui, exactement. On est allé expérimenter le programme CCQ qui est tout nouveau dans une classe. Donc, d'une façon, c'est très pratique, c'est très concret. On est allé vraiment voir de quoi ça avait l'air. Mais je me dis, si on imposait ça dans la formation, si on envoyait les nouveaux enseignants, les étudiants, dans des écoles, aller animer des ateliers qui ont eux-mêmes réfléchi, qui ont construit la planification complète, qui ont déjà fait le travail de planification,
si on les envoyait animer cette séance-là dans une classe qu'ils ne connaissent pas, c'est vraiment riche parce que ça les amène à... Bon, premièrement, t'enseignes encore plus parce que c'est le fun d'aller dans des classes. On aime ça, le concret. C'est ça. Puis, ça te permet de faire, bon, aussi le travail de planification avant, mais ça te force aussi à réfléchir après parce que t'as pas le choix de faire un travail de réflexion. On est à l'université. Fait que, il faut que tu viennes discuter de ce qui a fonctionné, de ce qui a moins bien fonctionné, de ce qui est une limite. De ce qui est un tremplin aussi, de qu'est-ce qui va t'amener plus loin. Donc, je pense que d'aller vraiment dans le pratique, tout ça dans un cours universitaire obligatoire, je pense que ça serait nécessaire là, pour pouvoir allumer les gens qui connaissent plus ou moins ça. Peut-être, nous, on est intéressés par ça, mais j'imagine qu'il y a des élèves, qu'il y a des étudiants qui sont plus ou moins intéressés, qu'eux, ils sont plus, par exemple, sur la technologie ou sur d'autres pratiques innovantes. Fait que s'il y en avait un obligatoire, ben, je pense que ça ouvrirait les yeux des gens. Mais je pense, pareil, comme tu dis, tu sais, quelqu'un qui n'est pas intéressé par la littérature jeunesse, qui est totalement correct, mais comme tu dis, il est intéressé par les technologies. Bien, on a des cours de technologie là, à l'université. Ouais. C'est des cours qu'on a obligatoirement, là, les cours d'éthique, puis de, tu sais, comment utiliser justement la technologie dans nos classes. Fait que, tu sais, je partage vraiment ton opinion là, que l'enseignement par la littérature jeunesse, c'est une pédagogie qui existe aujourd'hui, puis qui a fait ses preuves. Ouais. Fait que je pense que, comme tu dis, ça devrait... Exact. Mais comme n'importe quelle pratique, là, on pourrait avoir des cours sur plein de pratiques différentes pour nous amener à ouvrir notre regard puis d'avoir une ouverture d'esprit par rapport à ça. Je pense que c'est juste que là, oui, on en a fait des planifications détaillées sur des albums dans certains cours ici et là, mais c'est concret dans le sens où on l'a fait, la planification, mais je pense qu'il manque tout le côté d'apprentissage de pratique, oui, puis tu sais, OK, mais concrètement, c'est quoi les stratégies que je dois mettre? Parce qu'il n'y a pas personne qui nous a expliqué comment faire la planification avec la littérature jeunesse. On nous a juste dit, faites une planification avec la littérature jeunesse. Ça, on a comme un peu découvert par nous-mêmes aussi, là, c'est quoi, pas c'est quoi un album, mais c'est quoi le potentiel d'un album. Là. On s'est jamais fait apprendre comment, tu sais, on en reparle dans un autre épisode, mais aussi on l'a cherché dans notre mémoire, mais tu sais, il y a des critères à respecter, là, que... Oui, pour la sélection d'albums. Tu sais, tu as ouvert la porte un peu, mais les enseignants, dans notre parcours universitaire, tous les groupes, on n'a pas eu accès non plus aux mêmes professeurs. Fait que, tu sais, d'un professeur à l'autre, tu sais, moi, je sais que j'ai eu une enseignante à l'université qui nous a un peu donné cette piqûre-là pour la littérature jeunesse, mais mettons, les étudiantes au bac. Je pense que toi, tu l'as pas eu. Non, c'est ça. Enseignante-là. L'enseignante qu'on avait proposé aussi des albums, mais je sais que vous, c'était vraiment très riche. Là, non, exactement. Fait que, ça peut faire un peu une différence aussi sur ce qu'on a dans le parcours. Puis c'est correct aussi, comme on a notre autonomie professionnelle, puis nos couleurs, nos enseignants ont les mêmes choses. Mais d'avoir vraiment le cours prescrit, je pense que ça pourrait aider parce qu'on le dit tellement, on veut que nos élèves aiment la lecture, on veut qu'ils apprennent à lire. C'est tellement important, mais la littérature jeunesse, veut pas, c'est une voie directe là, vers l'apprentissage de la lecture. Donc, je me questionne à savoir pourquoi c'est pas déjà intégré dans le programme parce que on l'a vu, là, c'est vraiment une belle richesse, autant pour nous. Je trouve que c'est plus motivant d'enseigner avec la littérature jeunesse qu'avec des cahiers, que pour les élèves, on le mentionne depuis tantôt, là, je pense que ça pourrait vraiment être un bel avantage. Là. Peut-être que dans le nouveau programme universitaire... non, exactement. Peut-être que ça sera différent, mais honnêtement, je sais pas, j'ai pas fait de recherche à ce sujet-là. Peut-être. C'est sûr qu'il vient de changer, là, donc j'imagine que dans les 3 prochaines années, ça ne changera pas, mais je crois pas non plus. Moi, je m'étais un peu penchée sur le programme, puis je veux pas, parler au travers de mon jabot, mais je pense pas qu'il y avait non plus de cours là, pour l'enseignement avec la littérature jeunesse. Puis tu sais, même... quelqu'un qui voudrait aller plus loin avec ça, dans nos recherches en mémoire, je me souviens qu'on avait vu qu'il y avait une université dans le temps qui donnait comme un parcours particulier avec la littérature jeunesse qui a finalement été abolie, je pense, par manque d'enseignants disponibles pour l'enseigner. Fait que c'est sûr que ça aussi, c'est une limite, même si... même si ça serait bien beau, encore une fois, il y a toujours des zones grises. Là, donc, on est dans l'hypothétique, on est dans l'idéal de ce qu'on voudrait. Oui. Puis, juste avant de finir, là, puis que tu nous présentes les albums que tu as emmenés, là, si on avait à te demander, là, tu en as un peu glissé un peu partout, mais si on avait à te demander le gros topo de c'est quoi les avantages de la littérature jeunesse? C'est large. Mais je pense que ça crée des élèves qui sont vraiment plus engagés puis conscientisés à la tâche. Ils n'ont pas l'air de faire ça pour rien, plutôt que comme quand on utilise juste un manuel didactique, à mon humble avis.
je pense qu'ils vont avoir plus envie de faire ce qu'on leur demande de faire. Nécessairement, ça amène une motivation qui est intrinsèque, ils sont plus curieux, ils sont plus autonomes. Puis ça donne du sens aux apprentissages. Je pense que je l'ai dit 200 fois dans le podcast, mais les apprentissages sont tellement plus concrets, ils ont tellement plus de sens. Tu sais, c'est bien beau là, de vouloir... J'arrête pas de dire, je veux même pas le répéter, ça suffit. On sait déjà. On sait déjà, ça a plus de sens. On veut les amener à développer leur capacité à utiliser le langage, les images, dans des formes qui sont riches, qui sont différentes, pour autant lire, écrire, écouter, parler, se remettre en question, résoudre des problèmes. Toutes ces compétences-là qu'ils vont acquérir en français en lisant plus d'albums, parce que nécessairement, plus tu lis, plus meilleur lecteur tu deviens. Donc, nécessairement, c'est comme une pierre deux coups. Là. Tu fais plein d'apprentissages au niveau du français, mais en même temps, tu vas acquérir d'autres connaissances là, sur d'autres matières ou sur le français. Là. On peut utiliser les albums aussi pour le français. Mais je pense que c'est ça. Ça amène une belle richesse et une belle variété. Là. C'est versatile aussi, là, énormément. Bien d'accord avec toi. Ouais. Est-ce que tu veux nous présenter ton album ou tes, là, parce que je sais que ça a été difficile de faire un choix. Là, je vois une petite pile. Mais là, Donc, j'imagine qu'il y en a quelques-uns. J'en ai deux préférés que je vais aborder. J'en ai d'autres là, que j'aime beaucoup, mais ces deux-là, c'est mes préférés. Pète puis répète, que j'ai abordé tantôt. Pète et répète, la véritable histoire. Cette histoire-là, c'est vraiment... c'est l'histoire... C'est la fameuse blague là, de Pète et répète là, qu'on entend depuis, je pense qu'on a 3 ans et demi. Là. Puis c'est la blague la moins drôle de l'univers. Effectivement. Mais c'est la véritable histoire. Fait que là, on tombe un peu dans de suivre Pète et répète à travers comment ça s'est créé, cette histoire-là, de où ça sort, le Pète et répète, s'en monte en bateau, pète ton ballot qui reste. Donc, c'est vraiment, honnêtement, c'est un album qui est très drôle. Les illustrations sont magnifiques, honnêtement. Là, je l'ai choisi principalement pour ça, mais aussi parce que j'en parlais tantôt, les éditions Fonfon proposent une planification détaillée là, pour, il me semble que c'est 2e année, 3e année, 4e année, 5e année. OK. Ça, c'est dans le livre? Dans le fond, il faut que tu ailles sur Internet, sur le site des éditions Fonfon. D'ailleurs, on n'est pas sponsorisé, là, je le mentionne plusieurs fois. Aucun sponsor. C'est juste un coup de cœur. C'est juste un coup de cœur. Puis je trouve que le site est vraiment bien fait. Puis quand je me suis mis à fouiller, là, par exemple, lui, c'est dans la collection Pour rire. Donc là, dans la collection Pour rire, tu as tous les autres albums qui ressemblent à celui-là. Donc, vraiment, là, un coup de cœur, je vous le recommande. Pour ce livre-là, sur Internet, t'as une planif. Exactement. Ah, je savais même pas. Puis pour la plupart des albums aussi qui proposent... De la collection Fonfon. Des éditions Fonfon. Des éditions Fonfon. Dans le fond, ils ont différentes collections. Là. Celle-là, c'est Histoire de rire, mais il y a Histoire... Là, je veux pas m'avancer. Mais il y a plusieurs thèmes, genre. Il y a plusieurs thématiques. Là, il me semble qu'il y en a 4 ou 5. Ouais. Ah, c'est cool. Et mon autre petit coup de cœur, c'est La Fabrique de mots. Peut-être un album que vous connaissez. On le connaît. On l'aime beaucoup. Mais dans le fond, La Fabrique de mots, là, c'est l'histoire d'une petite fille là, qui vit dans un petit village et qui doit payer pour les mots qu'elle utilise. Donc, bon, premièrement, on travaille nécessairement le vocabulaire parce qu'il y a une belle richesse de mots de vocabulaire dans ce livre-là. Mais tu peux aussi travailler, bon, les maths en venant créer, par exemple... ben là, je pense que c'est parce que enseigner avec la littérature jeunesse, le blog, il offre une planification sur cet album-là aussi. Okay. Mais plus qu'une planification, en fait, ils ont créé une situation d'application, donc qui s'appuie vraiment sur le concept de l'album, ce qui est très intéressant. Puis, aussi, dans le fond, c'est que ça t'amène à catégoriser les mots, là, par exemple... pour faire des champs lexicales ou la valeur, l'importance, l'utilité des mots. Est-ce que c'est des mots gentils, des mots méchants? Puis la valeur des mots, là, tu peux avoir nécessairement une discussion éthique à ce sujet-là. Là, pourquoi tel mot vaut plus cher que tel mot? Est-ce que c'est parce qu'il est plus utilisé ou est-ce que c'est parce que c'est un plus beau mot? Est-ce que c'est parce que c'est un mot gentil ou est-ce que c'est parce que c'est un mot méchant? Donc, tu peux vraiment aller de tout ce côté-là. Puis comme je le disais tantôt en maths aussi, tu peux venir... amener les élèves à catégoriser les mots, mais à leur attribuer un coût, parfois des intervalles aussi. Puis, voilà, c'est pas mal ça. Ouais, puis tu sais, ce livre-là, là, je sais qu'il est vraiment connu parce que juste comme on parlait sur Mieux enseigner,
il y a vraiment beaucoup de documents reliés Aussi. à ce livre-là. Fait qu'il y a vraiment de potentiel. Ouais. Il est très riche. Là. Puis je pense que, tu sais, on voit juste la petite pointe de l'iceberg, là, mais il suffit de le regarder, puis de le lire, puis de l'exploiter avec les élèves pour voir tout l'éventail de possibilités. C'est quand même 2 livres que ça donne un bon exemple qu'on disait tantôt. Les ressources, souvent, quand on cherche bien, ben on peut en trouver plus qu'on pense. T'sais. Exactement. C'est ça. Tu veux-tu présenter ton livre? Oui, bien moi, on trouvait que c'était cool de vous présenter des livres qu'on aimait, qu'on chouchoutait. Moi, je les ai pas toutes avec moi aujourd'hui, mais là, c'est la collection de Scholastic, là, c'est l'œuf modèle, puis là, j'ai le raisin rancunier. C'est vraiment des livres, il y en a tout plein, là, il y a comme... La mauvaise graine. La mauvaise graine, il y a la brute, l'effrayant, et... Il va falloir retrouver le titre, là, mais en tout cas, c'est dans cette collection-là. C'est vraiment des livres qui sont tellement faciles à lire, qui s'ajustent vraiment à n'importe quel niveau. Là, je me rappelle, je les avais lus en maternelle, autant que j'en avais lu un en 4e année. Fait que c'est vraiment des livres qui s'ajustent. Puis on sait aussi que les petits personnages, comme je peux dire, là, c'est l'œuf modèle, ici, c'est le raisin. Bien, ils sont disponibles en toutou. Fait que ça fait comme les mascottes pour les élèves. Puis nous, on sait, je pense que c'est dans ton école de stage, une de tes amies. Oui, une de mes amies, ETS, puis elle utilise ces albums-là pour aborder des concepts là, qui sont peut-être plus abstraits pour certains élèves là, au niveau du comportement. Oui, c'est l'estime de soi, les émotions que tu ressens, mais en dehors des émotions de base qu'on connaît. Ouais, là, on va parler de la rancune. En tout cas, c'est toutes les étapes du processus du développement que les élèves vont passer. L'œuf modèle aborde aussi l'anxiété de performance. C'est ça, c'est des sujets sensibles un peu, mais comme stimulés en petite histoire drôle puis attachante. Donc, c'est vraiment mes livres coup de cœur pour aujourd'hui. Ouais. Toi, je suis allée avec... Celui-là est tout nouveau. Donc, occupe-toi de tes oignons. Celui que j'avais pensé emmener au début, c'est vraiment Gère ta fougère. Donc, quand l'histoire se mêle de ses affaires. Donc, moi, c'est un livre que j'ai énormément exploité en stage parce que les élèves, on sait, hein, surtout les plus petits, mais les plus vieux aussi, peuvent avoir tendance à rapporter ce que les autres font, chialer, trouver des choses injustes, etc. Donc, ces 2 livres-là, justement, lire les histoires, ça amène un côté un peu plus ludique parce que les enfants trouvent ça drôle, les élèves s'accrochent un peu aux personnages, puis de faire des liens un peu avec ce qu'ils vivent, c'est facile. Mais ce que j'aime qu'ils ont sorti, justement, occupe-toi de tes oignons, c'est que des fois, les élèves, oui, même s'ils se souviennent de la fougère, moi, c'était même rendu qu'on avait, puis je l'ai vu aussi dans des classes en remplacement quand j'allais faire de la suppléance, qu'il y avait des images de fougère, là, puis autant pour nous en tant que suppléante que pour les élèves, c'est une image qui est tellement parlante quand on a lu l'histoire que je trouve que, pendant une partie de l'année, en tout cas, ça fonctionne. Puis la limite que j'en allais donner, c'est que justement, après, comme pour les systèmes d'émulation ou quoi que ce soit, ça fait son temps. Tandis que là, justement, quand tu as des livres d'une même collection qui abordent un peu le même sujet, bien, je trouve que des fois, les élèves, on dérive un peu vers les mauvais comportements. Mais là, de relire un livre, mais différent, dans le fond, je trouve qu'on revient faire, mais là, c'est avec les oignons. Oui. Donc, c'est ça. Puis les élèves aussi, sans avoir toujours besoin d'expliquer, non, tu fais juste, la fougère, puis là, tout de suite, tu as moins besoin d'expliquer, puis on passe un peu moins de temps dans la gestion de classe à cause de ça. Donc, même les élèves, là, des fois, ils disaient, là, genre ta fougère, même eux, ils étaient capables de le dire. Le livre a eu un impact sur eux. Non, exactement. Puis je l'ai vu vraiment dans différents milieux. Donc, voilà, c'est ce qui est pour mes livres coup de cœur. Très beau album. Mais merci, Mégane, merci à vous de m'avoir invitée là, dans notre podcast. C'est le fruit de notre mémoire, c'est ça qu'on dit? Oui. Le fruit de notre mémoire. Ouais. Puis on se retrouve dans un prochain épisode du balado. On se donne-tu une clap? On peut. On peut. Voilà. Merci.